Bonjour et bienvenue à notre nouvelle conférence en ligne. Je vous signale qu'avec vos identifiants, si vous êtes adhérent à la PAS, vous pourrez revoir cette conférence sur l'espace réservé aux adhérents de notre site internet que vous connaissez, apaspe.com. Vous pourrez également télécharger les slides que nous allons vous présenter aujourd'hui. Alors, c'est la rentrée pour beaucoup d'acheteurs publics et le thème d'aujourd'hui sera consacré à la bonne préparation et la sécurisation des marchés publics, un thème qui nous fera réfléchir sur les bonnes pratiques à adopter. Alors, sur un plan pratique, et avant de passer la parole à Jean-Marc Pérical, président de la PASP, qui, comme vous le savez, est aussi avocat en droit public et maître de conférence à l'université de Sceaux, je vous rappelle que vous pouvez dès maintenant poser vos questions en utilisant la fenêtre prévue à cet effet comme indiqué sur le slide. Nous y répondrons à l'issue de l'intervention de Jean-Marc Pérical. Donc, je laisse la parole à Jean-Marc. Merci. Bonjour à tous. Bonne rentrée, effectivement, à tous les acheteurs publics. Une rentrée qui va être mouvementée, avec notamment cette fameuse date fatidique du 1er octobre, qui va voir se développer la dématérialisation, entre autres, et puis l'avènement d'un code de la commande publique, on espère d'ici fin d'année, ainsi que cela a été annoncé, plus, vous l'avez vu sans doute, le projet de décret qui va modifier le décret de mars 2016, notamment, qui va permettre une expérimentation sur les marchés innovants auprès des PME. Enfin bref, rentrée riche. Mais aujourd'hui, on a choisi de parler d'un thème alors qui, lui, pourrait faire l'objet d'un colloque entier, d'une journée entière, qui est celui de la bonne préparation des marchés. J'ai choisi de l'attaquer, de le présenter sous un angle particulier, qui est celui de la rédaction des documents de consultation des entreprises, et plus particulièrement la rédaction du CCAP et la rédaction du règlement de consultation. L'idée, c'est de faire un focus sur certaines clauses qui paraissent importantes dans le CCAP, l'allotissement, les pénalités, la révision, la possibilité de réexamen. Pour le règlement de consultation, on parlera surtout des critères de choix. Alors, pourquoi attaquer ce sujet sous cet angle? Eh bien, parce que, encore une fois, il s'agit de rapprocher au maximum les acheteurs et les entreprises, qu'il s'agisse de PME ou non. Et une des réserves, une des critiques que font régulièrement les opérateurs économiques, c'est justement l'inadéquation, l'inadaptation des cahiers des charges rédigés par les acheteurs, non seulement au marché auquel ils répondent, mais à leur métier. Ils mettent en avant souvent une méconnaissance par les acheteurs de leur métier. Alors, du coup, à la PASP, on a travaillé, alors soit avec certains opérateurs, soit avec des représentants d'acheteurs ou de représentants de collectivités, par exemple le syndicat des directeurs généraux de collectivités. On a travaillé donc dans le cadre du groupe de travail pour proposer des modèles de rédaction de clauses dans les CCAP et dans les règlements de consultation. On l'a fait dans plusieurs domaines, dans le domaine des achats d'énergie, électricité et gaz, dans le domaine des achats de denrées alimentaires, dans le domaine de l'achat d'outillage, dans d'autres domaines également, de pièces détachées pour véhicules. Tous ces guides d'ailleurs figurent sur notre site et ils sont facilement téléchargeables. L'idée, encore une fois, ce n'est pas d'imposer des choses, c'est de dire aux acheteurs, voilà, vous allez acheter, vous allez passer des marchés dans le domaine des denrées alimentaires par exemple, eh bien, voilà un guide qui vous permet d'abord de mieux connaître le domaine des denrées alimentaires, du marché des denrées alimentaires, son mode de fonctionnement, ses difficultés, par exemple des problématiques d'évolution des cours mondiaux qui peuvent impacter largement certains produits. Et puis, à côté de ça, de proposer, issues des réflexions des groupes de travail, des clauses de CCAP ou de règlements de consultation adaptés. Voilà un peu l'objectif de cette présentation que je vais vous faire en quelques minutes, sachant encore une fois que vous pouvez très bien aller télécharger les guides en question qui, encore une fois, ne sont que des modèles, bien sûr, et non pas des choses qui s'imposent à vous tous. Commençons peut-être par les clauses des CCAP. Alors, j'ai choisi de traiter de certaines de ces clauses et non pas de l'ensemble, sinon, encore une fois, on en aurait pour la journée.
J'ai choisi de mettre en avant les clauses qui sont le plus souvent pointées du doigt par les entreprises. Ils nous ont dit dans le cadre de nos groupes de travail, voilà les clauses sur lesquelles on pense que les acheteurs devraient réfléchir un petit peu plus, travailler un petit peu plus. On les trouve souvent inadaptés à nos métiers et à la réalité de nos marchés. La première de ces clauses, c'est l'allotissement. Alors, on sait que l'allotissement est obligatoire sauf exception et que la plupart des marchés aujourd'hui, dans les exemples que j'ai donnés, que ce soit d'achat d'énergie, de pièces détachées pour véhicules, de petits matériels, de denrées alimentaires, l'allotissement est la règle, que ce soit un allotissement technique ou géographique, ou les deux. Il est ressorti de ces groupes de travail que l'allotissement ne devait pas être trop fin, ne devait pas descendre trop bas, notamment sur le plan technique. Un exemple pour un marché de denrées alimentaires, il a été proposé, c'est d'ailleurs dans le guide dont je vous ai parlé tout à l'heure, qu'un lot produit laitier, un lot global produit laitier, serait plus réaliste que plusieurs lots, un lot lait, un lot beurre, un lot yaourt au sein d'une même famille. Donc, et ça, c'est équivalent dans tous les groupes de travail que l'on a pu faire dans tous les domaines que je vous ai cités. Allotir, c'est bien. Allotir trop finement peut poser des difficultés de rencontre entre l'offre et la demande et d'exécution des marchés. Autre exemple, soyons concrets, pour les fournitures relatives au bâtiment, un lot outillage électroportatif a semblé préférable, résultat du groupe de travail, à plusieurs lots, un lot perceuse-visseuse, un lot scie-sauteuse, un lot tronçonneuse au sein d'une même famille. Donc encore une fois, là, deux exemples très concrets qui vont dans le sens d'un allotissement raisonné et raisonnable. Voilà, donc le premier élément, premier cas de rédaction de clause de CCAP, l'allotissement, et donc cet allotissement qui ne doit pas être trop fin pour ne pas créer trop de difficultés d'exécution, de réponse d'abord et d'exécution ensuite. Autre cas, la protection de l'environnement. Là, on le prend en tant que condition d'exécution, pas en tant que critère, mais en tant que condition d'exécution, avec peut-être pénalité à la clé. On va revenir tout à l'heure sur les pénalités. Alors, c'est vrai qu'il y a de plus en plus dans les marchés de clauses relatives à la protection de l'environnement, au développement durable, que ce soit en denrées alimentaires, en achat d'énergie, en fourniture de matériel, de pièces détachées. Il y a toujours des clauses de protection de l'environnement. Les groupes de travail ont beaucoup insisté sur l'importance du transport. Ils sont beaucoup fixés là-dessus, dans tous les domaines que je vous ai cités, en disant on souhaiterait que les acheteurs, parce que la protection de l'environnement, c'est quelque chose un petit peu nébuleux. Eux nous disaient on souhaiterait que les acheteurs vraiment soient concrets et ils nous imposent des conditions d'exécution sur les conditions de transport et d'acheminement des produits, des matériels et autres fournitures selon les marchés concernés. Et donc, voilà, le groupe de travail a fait ressortir, c'est dans les guides, cette attention particulière sur la fréquence de l'acheminement des produits, le taux de carbone et de pollution des véhicules, les lieux d'implantation des entreprises. Enfin voilà, ça a été très pointé du doigt, cette problématique de transport des produits dans le cadre de la protection de l'environnement qui, encore une fois, est souvent un petit peu flou. Pour les acteurs privés, ils trouvent que les alerte sont un petit peu flous sur cette problématique de la protection de l'environnement. Autre point important pour les entreprises, la révision des prix. Beaucoup comprennent que les acheteurs choisissent de réviser les prix, surtout pour les marchés d'une certaine durée ou renouvelables sur plusieurs années. Ça paraît logique de tenir compte de l'évolution des conditions économiques. Ils pointent du doigt là l'existence de formules souvent peu adaptées. Souvent peu adaptées, avec des indices, avec des paramètres, quelquefois éloignés de leur métier. Et donc, dans les guides dont je vous ai parlé, que ce soit les achats d'énergie, les denrées alimentaires, les pièces détachées et autres, il a été proposé des formules de révision avec des paramètres adaptés au métier de l'énergie pour les marchés de l'énergie, au métier des denrées alimentaires pour les marchés de denrées alimentaires, etc. Pour être un peu plus concret,
Pour les produits affectés par des tensions majeures en liaison avec l'évolution du cours des matières premières, je pense notamment au marché de l'énergie, mais aussi au marché certains marchés de denrées alimentaires, il a par exemple été recommandé une révision mensuelle sur la base de cotation. Donc ça, c'est un point important pour les entreprises concernées par cette problématique. Pour la fourniture de gaz naturel, vous verrez dans le guide, il a été souligné que la formule de révision devait reposer sur des indicateurs cohérents correspondant aux principaux éléments du coût de la prestation, et donc de l'énergie. Il a été proposé que la formule de révision n'est pas une partie fixe de 12,5% ou autre, mais ne repose que sur des paramètres susceptibles d'évoluer. Donc, difficile de rentrer dans trop de détails en quelques minutes, mais vraiment porter votre attention sur cette problématique de la révision des prix. Vraiment, la grande majorité des entreprises avec lesquelles on a réfléchi dans tous les domaines que je vous ai cités, tous ont pointé l'existence de formules de révision pas suffisamment adaptées à leur domaine d'intervention, ce qui évidemment leur posait problème en cours d'exécution des marchés, notamment s'agissant à nouveau des produits et ou services susceptibles d'évoluer fortement en fonction de l'évolution des conditions économiques. Autre point important souligné par les entreprises, les pénalités. Alors ça, les pénalités, c'est un vrai sujet aujourd'hui. Vous savez que, je vais vous donner un éclairage, la médiation des entreprises travaille de plus en plus pour régler de manière amiable les conflits ou les débuts de conflits entre les entreprises et les acheteurs. Eh bien, le deuxième sujet sur lesquels ils interviennent le plus, c'est le sujet des pénalités. Le premier sujet, c'est le sujet du non-respect des délais de paiement, sans s'en douter un petit peu. Mais le deuxième sujet, sur lequel ils ont des milliers d'affaires, c'est le sujet des pénalités. Et notamment, le sujet des pénalités disproportionnées au regard du montant du marché et le sujet du non-plafonnement des pénalités. Ils sont extrêmement saisis par de telles problématiques, sachez-le. Là non plus, sans rentrer dans trop de détails, vous savez que le juge administratif, en cas de contentieux, se permet de lui-même de moduler des pénalités qu'il juge disproportionnées. Il y a toute une jurisprudence à ce sujet du Conseil d'État, donc le juge lui-même s'en mêle. Et donc, les entreprises demandent aux acheteurs, là, un petit peu comme pour l'allotissement tout à l'heure, d'être un petit peu raisonnables et raisonnés dans l'application des pénalités. Un retour concret que j'ai eu, par exemple, il est préférable pour la plupart des entreprises qui ont été auditionnées que la pénalité s'applique sur la ligne de facturation correspondant à la prestation défaillante et non pas sur l'ensemble du marché. Je trouve que l'idée d'appliquer des pénalités, ce qui est de bon sens, qui touche une partie d'une prestation, l'appliquer à l'ensemble de la prestation, leur paraît disproportionné et ils ont tous insisté sur la nécessité, selon eux, de plafonner les pénalités en fonction d'un pourcentage. Peut-être que le pourcentage peut être différent en fonction de la faute, en fonction de la prestation, en fonction du lot concerné. Mais beaucoup proposent par exemple des plafonnements à 10, 15, voire 20% du montant du marché. Et ils ont beaucoup insisté en disant que les acheteurs plafonnaient trop peu leur pénalité. De notre côté, il faut également se mettre sur la place des acheteurs, ce que je leur disais, et faire comprendre aux entreprises deux choses. Un, si les pénalités s'appliquent, c'est qu'il y a un problème, une non-conformité, un retard, une faute dans l'exécution. Donc les entreprises se doivent de bien exécuter pour éviter les pénalités, ça aussi c'est du bon sens. Et puis d'autre part, c'est une sanction coercitive qui est une sorte d'arme pour les acheteurs. Il faut bien qu'ils, même s'ils ne l'utilisent pas, il faut bien que ce soit inscrit quelque part et que ça manifeste leur pouvoir de surveillance et de sanctions dans le cadre de la marché public qui sont des contrats administratifs. Donc voilà, sujet délicat selon le côté duquel on se place. Bon voilà, mais je vous fais part des réactions des entreprises qui trouvaient que très souvent les pénalités n'étaient pas suffisamment proportionnées ni à l'objet ni au montant des marchés concernés. Autre élément dans le CCAP, vous voyez, TENA, hein, qui nous met en avant, ce sont les conditions de livraison et de vérification. Là, je ne parle pas des marchés de travaux, parce que là, on pourrait parler des conditions de réception, évidemment. On parle surtout des marchés de fourniture de services dans les domaines que je vous ai cités tout à l'heure. S'agissant par exemple des marchés de denrées alimentaires,
Je reprends une observation qui m'a été apportée dans le cadre des groupes de travail. Une attention particulière a été portée sur les conditions de livraison des produits, c'est-à-dire très précisément sur le contenu du bon de livraison, sur les conséquences d'éventuelles difficultés d'accès aux locaux désignés. Les entreprises demandent que les acheteurs prévoient un maximum de situations susceptibles d'intervenir au moment de la livraison des produits. Une attention a également été portée sur la constatation de la bonne exécution des prestations, sur le déroulement précis des opérations de vérification. Les entreprises demandent que ce soit précisément prévu dans le CCAP, sur les modalités de décision après vérification, sur le transfert de propriété des produits. Et dans ce domaine-là, comme dans d'autres, par exemple pour les fournitures de pièces détachées de véhicules, des possibilités de sursis de livraison ont été prévues dans les modèles de CCAP dont je vous ai parlé. Par exemple, si le titulaire du marché justifie de mesures et précautions particulières pour réduire les impacts environnementaux liés au transport et aux modalités de livraison. On a fait un lien ici entre les conditions de livraison et la protection de l'environnement dont j'ai parlé tout à l'heure, avec cette possibilité de sursis de livraison si des modalités de transport particulières ont été prévues. Donc ça a été indiqué dans le CCAP et les entreprises sont très attentives parce que ça y figure. On peut le comprendre, ça paraît assez logique. Autre exemple de rédaction de clause en CCAP, c'est la fameuse clause, ça fait l'objet déjà d'une web conférence d'ailleurs, la fameuse clause sur la modification des marchés en cours d'exécution. Vous savez, ces fameuses clauses dites de rencontre que moi je vous exhorte à utiliser parce que c'est extrêmement utile, c'est une vraie respiration pendant l'exécution des marchés. Alors évidemment, il faut rappeler que de telles clauses n'ont pas pour objet de modifier substantiellement les conditions économiques du marché. Lorsqu'une clause de rencontre se met en œuvre, il ne faut pas derrière que vous réécriviez entièrement une formule de révision. Il ne faut pas derrière que vous réécriviez entièrement les conditions de livraison d'un produit. Il ne faut pas derrière que vous écriviez entièrement donc l'exécution du marché. C'est du bon sens, là aussi. Mais il est quand même utile de prévoir certaines choses. On parlait tout à l'heure de la formule de révision du prix. Encore une fois, sans la réécrire totalement, on peut imaginer qu'il y ait une rencontre entre les parties pour peut-être revoir le poids d'un périmètre, d'un paramètre. Pourquoi pas, sans encore une fois tout réécrire. Et puis pourquoi ne pas se rencontrer pour affiner, discuter, peut-être modifier quelque peu les conditions de vérification des produits livrés dans le cadre du marché. Pourquoi pas, si on estime que ce n'est pas suffisamment précis. La clause de rencontre sert à ça, justement, me semble-t-il, à faire évoluer le marché dans le bon sens. Ça me paraît extrêmement important. J'ai un exemple concret en tête, toujours pour les marchés de denrées alimentaires. Certains produits ont été affectés par des évolutions subites de cours mondiaux. Récemment, on a eu l'exemple du beurre, parce qu'on sait qu'on a une pénurie de beurre. Les prix ont augmenté considérablement. Ça a fortement impacté les marchés de denrées alimentaires. Et dans pas mal de marchés, les formules de révision qui étaient prévues ne suffisaient pas à prendre en compte cet impact d'évolution de prix. Et ça a conduit à des difficultés, ça a conduit à des contentieux, ça a conduit à des résiliations, ça a conduit à des choses un petit peu complexes. Peut-être que prévoir une clause de rencontre dans ce type de problème en disant plutôt que de déchirer ou de mettre fin au marché ou de mettre l'entreprise en difficulté, on choisit de se rencontrer et d'en discuter et peut-être d'aboutir à une modification du marché qui puisse plaire, qui puisse convaincre les deux parties. Voilà un exemple qui me paraît important. En tout cas, je l'écris de plus en plus dans les marchés sur lesquels je suis amené à travailler. N'oubliez pas, lorsque vous écrivez ce type de clause, de prévoir l'échec des discussions. C'est une chose de se dire, on va se rencontrer, on va discuter, on va négocier, on va tenter une évolution, une modification du marché. Ça peut ne pas marcher, ça peut ne pas fonctionner. On peut imaginer qu'une des deux parties finalement recule et refuse la modification proposée par l'autre partie. Donc, il faut prévoir l'échec de ces discussions. Ça s'écrit dans la clause. Et moi, par exemple, je prêche pour que, dans ce cas-là, on utilise les modes de règlement amiable des litiges qui sont souvent prévus dans une autre clause du marché. On dit, voilà, si jamais on se rencontre et que la rencontre n'aboutit pas,
à un résultat positif, eh bien, on choisit de faire appel aux modalités de règlement amiable des litiges, à un tiers, à la médiation des entreprises dont on en parlé tout à l'heure, pour résoudre cette difficulté. Important de le prévoir parce que les clauses de réexamen ne fonctionnent pas nécessairement et n'aboutissent pas nécessairement à un résultat positif. Surtout dans un domaine aussi sensible comme on vient de le voir sur, par exemple, l'évolution des cours mondiaux de certains produits. Ce sont des sujets très sensibles, évidemment. Voilà quelques exemples de clauses dans le CCAP. On pourra en trouver d'autres, mais ce sont les clauses essentielles qui ont vraiment été mises en avant par les entreprises dans le cadre des groupes de travail. Rapidement, le règlement de consultation maintenant, et notamment la fameuse question des critères. Ce qui a frappé beaucoup les entreprises dans tous les domaines que je vous ai cités, denrées alimentaires, business détachés, achat d'énergie, là encore, c'est que pour beaucoup, ils trouvaient que les critères proposés par les acheteurs dans leur CCAP n'étaient pas toujours très cohérents avec l'objet du marché, avec la réalité des marchés concernés, que la pondération n'était pas non plus très cohérente. Et donc, dans les guides dont je vous ai parlé, on a proposé, dans le cadre des groupes de travail, des exemples de critères et de pondération de critères. Par exemple, les entreprises trouvaient que certains critères n'étaient pas suffisamment utilisés. Par exemple, les conditions de production et de commercialisation, la biodiversité, la sécurité des approvisionnements, le service après-vente, voire même la qualification et l'expérience du personnel assigné à l'exécution du marché. Là, je vais citer des critères qui sont dans la liste de l'article 62 du décret du 25 mars 2016. Une liste riche, elle n'est pas exhaustive, mais elle est quand même riche. Et peut-être que de temps à autre, vous pourriez piocher dans cette liste pour enrichir vos critères de choix des entreprises. Et alors, par exemple, une alliance subtile, c'est ainsi que je le mets, je parle de mixage entre plusieurs critères, peut conduire en toute légalité à travailler avec des entreprises locales. Le fait de mixer le prix, les conditions de production et de commercialisation, le temps de transport des produits, on en a parlé tout à l'heure, et donc de rejet de CO2, le caractère innovant également de certains produits, et évidemment pour les denrées alimentaires, le fameux critère du développement des approvisionnements directs des produits de l'agriculture, ce qu'on appelle les circuits courts. Eh bien, peut-être qu'un mixage entre tous ces critères peut permettre, encore une fois, en toute sécurité et en toute légalité, de davantage travailler avec les entreprises locales, les producteurs locaux. Attention cependant, dans ce cas-là, à pondérer vos critères et vos sous-critères de manière raisonnable et raisonnée. Là encore, depuis le début, on parle de bon sens. Si vous mettez des critères ou des sous-critères, je donne l'exemple des marchés alimentaires relatifs au bilan carbone ou à la biodiversité, il faut les pondérer raisonnablement. 5, 10, voire 15%, c'est déjà beaucoup 15%. Si vous les pondérez au-delà de 10 ou 15%, ça va fausser l'objet du marché. L'objet du marché, c'est quand même d'acheter des denrées alimentaires. Ce n'est pas d'éviter de polluer et ce n'est pas de promouvoir la biodiversité. C'est important d'avoir ça en tête. Donc, mettre en place des critères de protection de l'environnement, de circuits courts, de sécurité, très bien. Mais encore une fois, ce n'est pas l'objet du marché. Donc, pondérer ces critères ou ces sous-critères de manière raisonnable. Quand j'ai vu récemment un critère justement de bilan carbone pondéré à 40%, je m'interroge sur la légalité d'un marché qui n'est pas un marché de transport, c'est un marché de fourniture d'alimentaire. Ce n'est pas la même chose. Donc, c'est bien d'élargir la palette des critères, c'est bien de l'enrichir, c'est également bien de rester raisonnable dans la pondération de ces critères et de ces sous-critères. Ça me paraît là aussi être du bon sens. Un autre exemple de critères, de sous-critères, pour les achats de gaz ou d'électricité, il n'y a pas que le prix qui compte, il y a d'autres critères qui peuvent être pris en compte. On les a mis dans les guides, par exemple, la garantie d'approvisionnement, la qualité de la facturation, les services de gestion de l'énergie en ligne, la qualité du bilan énergétique, ou encore la responsabilité sociétale du fournisseur, critères sociaux, critères environnementaux. On peut avoir plein de critères pour des marchés comme les fournisseurs d'énergie et ne pas se contenter du critère du prix. À nouveau, les critères dont je vous ai parlé, pondération raisonnable, bien évidemment.
Si la qualité de la facturation, par exemple, vous la pondérez à 30%, je veux dire, attendez, on n'est pas dans un marché de facturation, on est dans un marché d'achat d'énergie, c'est pas la même chose. Vous voyez, encore une fois, tout ça, c'est du bon sens. Donc voilà, en quelques mots, le tout devant rester évidemment le plus neutre possible, parce que j'ai beaucoup d'acheteurs qui me disent, ah oui, mais des cahiers des charges rédigés par des entreprises, c'est pas tes objectifs, elles vont se favoriser elles-mêmes en nous les proposant. Si vous avez cette crainte, c'est la crainte qu'on peut avoir dans tout sourcing. Pour moi, rédiger de telles clauses, de tels modèles, c'est du sourcing, en fait. C'est une manière de dialoguer en amont des procédures entre entreprises et acheteurs. Si vous avez de telles craintes, eh bien, passez par des vecteurs neutres. C'est pour ça que les guides que l'on a travaillés, que l'on a réalisés, les entreprises ne les fournissent pas elles-mêmes, évidemment. C'est la PASP qui le fait via son site notamment. C'est un vecteur neutre et objectif. J'ai parlé tout à l'heure du syndicat des DG de collectivités, c'est pareil. On pourrait imaginer que des guides soient diffusés via des associations d'élus, via des associations de collectivités, voilà. Donc peut-être que l'idée, c'est de passer par des vecteurs neutres et objectifs pour éviter toute idée, même si elle n'est pas fondée, de favoritisme. Je comprends cette nécessaire recherche de neutralité. Elle me paraît évidemment indispensable, mais que ça ne vous empêche pas, me semble-t-il, d'écouter ce qu'ont dit les entreprises et d'écouter des propositions qui, je crois, peuvent vous aider à rédiger les cahiers des charges adaptés. Voilà, je vous remercie pour votre attention pour cette première webconf et je suis à l'écoute de vos éventuelles questions et réactions. Bon, très bien, merci Jean-Marc. Avant de répondre à vos questions qui sont en train de nous parvenir, je vous donne quand même quelques informations sur nos actions puis quelques précisions. Jean-Marc Pérical vous a parlé des guides. Oui, ils sont à disposition de toutes et de tous sur le site web de la PASP. Alors, je rappelle l'adresse www.apasp.com. Vous les trouverez dans la rubrique guide. Ils sont très riches. Vous aurez les derniers qui viennent d'être actualisés. Je pense que vous allez vous les arracher à prix gratuit. Bon, alors je voulais aussi vous parler aussi pour nos précédentes webconférences, les adhérents peuvent bien entendu les voir et les revoir sur le site de la PASP, mais à l'espace adhérent. Donc, il faut être adhérent pour les voir et les revoir et bénéficier aussi des slides que nous vous passons à chaque fois. Alors, notre prochain colloque se déroulera les 15 et 16 octobre. Il aura pour thème marché public et loi MOP. Et on mettra l'accent sur le panorama des différents montages contractuels. Alors, vous savez certainement que le cadre de la loi MOP est en pleine mutation, d'où la nécessité d'organiser un tel colloque. J'espère que vous répondrez présent, vous serez nombreux à répondre présent à ce colloque. Alors, un autre appel qui est une date importante, celle du 1er octobre, tel que Jean-Marc Pérical vous l'a évoqué tout à l'heure, qui va obliger les acheteurs publics à se lancer dans la dématérialisation de leur marché public. Alors, si vous n'êtes pas tout à fait prêt, la PASP vous propose une web formation pour tout savoir sur la mise en place de la transition numérique de la commande publique. Alors, vous trouverez toutes les informations sur le site web de la PASP à la rubrique web formation. Vous pouvez également télécharger le sommaire que nous avons mis à votre disposition ainsi qu'un bulletin d'inscription. Alors, l'animateur, c'est Benoît Vervard, qui est un spécialiste de la transition numérique et bien connu des acheteurs publics des Hauts-de-France, mais qui se positionne sur toute la France si vous avez besoin d'une formation chez vous. Bon, nous allons maintenant répondre à vos questions. Je pense qu'on en a une. Je vais la prendre. Alors, Jean-Marc, la question est la suivante. Avez-vous des exemples de modalités de règlement amiable des litiges? On a dans nos guides, on a quelques clauses. En fait, on fait les choses assez simplement. On écrit des clauses assez simples en disant, en gros, toute difficulté née ou à naître entre les parties au contrat entraîne la saisine par l'une d'entre elles. Alors, après, c'est un choix. Ça peut être d'un tiers, ça peut être pour certains marchés de travaux, ça peut être, je sais pas, l'ordre des architectes, ça peut être la préfecture,
ça peut être une institution, ça peut être un professeur d'université, ça peut être voilà, un sachant en tout cas. Et alors ce qui est important, c'est d'écrire que la saisine d'un tiers se fera, mais que tant que ce tiers n'aura pas donné d'avis, encore une fois c'est un avis, hein, ce n'est pas une décision juridictionnelle, tout recours devant un juge ne pourra être intenté. Donc, ce qui est important de souligner, c'est que la saisine d'un tiers, si elle est prévue dans le contrat, empêche toute saisine juridictionnelle jusqu'à ce que ce tiers ait été saisi et ait donné son avis. Ça, c'est important, parce que sinon, le juge, s'il reçoit un recours alors qu'un tiers a été saisi, il va refuser le recours. Alors, j'ai cité le cas d'un tiers, ça peut être également la médiation des entreprises dont je vous ai parlé, et ça peut être également les comités consultatifs de règlement amiable qui sont très utiles et qui sont, je trouve, pas suffisamment saisis par les acteurs des marchés publics. Donc faites des clauses simples, hein. Difficulté à venir, on saisit un tiers, la médiation, le comité, on bloque tout recours juridictionnel tant que l'avis n'a pas été rendu. C'est important de tirer les conséquences de cette saisine. Voilà, un exemple de rédaction de clause, mais quelques lignes, ça suffit largement. Alors, je me sens que nous avons également une web formation animée par Claudine Samuel Delacroix sur justement ce règlement amiable des litiges. Donc, n'hésitez pas, vous allez sur le site de la PAS et vous aurez toute la liste de nos web formations, surtout pour répondre à de telles questions. Alors, est-ce que nous avons d'autres questions? Je ne pense pas pour l'instant. Donc, est-ce qu'on peut ajouter quelque chose, Jean-Marc? Parlons un peu du prochain colloque des 15 et 16 octobre. En quoi a-t-il son importance et pourquoi on le fait? La LOMOP est importante parce que, enfin, cette question de la LOMOP est importante d'abord parce qu'elle reste fondamentale. N'oublions pas qu'elle a été mise en œuvre en 1985 pour bien répartir les rôles de chacun dans la construction publique, le rôle du maître d'ouvrage, le rôle de l'entreprise qui construit et le rôle de l'architecte qui conçoit. Et l'épine fondatrice, l'épine dorsale, j'allais dire fondatrice de cette loi, c'était justement la distinction entre celui qui construit et celui qui conçoit. Or, aujourd'hui, il semble que cette distinction soit de plus en plus atteinte. Il y a en effet de plus en plus de marchés globaux. Regardez par exemple les marchés globaux de performance, les marchés de partenariat, les marchés de conceptualisation, même s'ils restent très encadrés par la jurisprudence, il y a quand même de plus en plus de marchés où les deux sont liés, où on porte atteinte, de manière légale, mais on porte atteinte à cette épine dorsale de la loi MOP. Donc ça, c'est bien d'en parler, de voir un petit peu quelles sont les limites posées par le juge sur ces marchés globaux qui vont à l'encontre de l'esprit de la lettre de la loi MOP. Et puis à côté de ça, on a une évolution importante de la notion de marché de travaux. Jusqu'à présent, lorsqu'il y avait marché de travaux, lorsque la maîtrise d'ouvrage était publique. Aujourd'hui, ce n'est plus un critère. Et donc, on peut imaginer aujourd'hui tout un tas de contrats qui n'étaient pas des marchés de travaux, qui échappaient donc à la mise en concurrence des marchés de travaux, et qui le sont aujourd'hui, même s'il n'y a pas de maîtrise d'ouvrage public. Je pense par exemple à certains contrats de vente en l'état de futur achèvement, qui peuvent être qualifiés de marchés de travaux, même si c'est l'entreprise et non la collectivité qui met d'ouvrage. Donc, on a une évolution de la mise en œuvre de la loi MOP. On a de plus en plus, je pense, d'atteinte à cette loi MOP. C'est bien, je pense, d'en parler, parce que c'est, en fait, l'idée, c'est de faire un point sur l'actualité du droit de construction publique. Et le droit européen s'en mêle un petit peu. Et le droit européen. Tout ça, c'est une mise en œuvre, une mise en application du droit européen, en fait. Alors, j'ai une autre question. Est-il pertinent de demander aux candidats de proposer leur formule de révision? Si vraiment vous êtes un peu perdu et que vous n'arrivez pas à mettre en place une formule de révision dans vos marchés, vous pouvez toujours effectivement me demander d'en proposer. Le risque, c'est la complexité derrière pour comparer les offres. Comparer des formules de révision derrière et prendre la meilleure d'entre elles, je vous conseillerais plutôt de vous faire assister pendant la rédaction du marché par un sachant, encore une fois, ou un bureau d'études spécialisé qui va vous aider à rédiger la formule de révision. C'est quelquefois un vrai métier. Hein. Je comprends les difficultés. Ça me paraît un peu tardif de le faire pendant
la procédure de passation et de le demander aux entreprises. Je pense que c'est peut-être mieux quand même de fixer la règle du jeu avant, évidemment de fixer une bonne règle du jeu, à nouveau en cohérence avec l'objet du marché et la réalité de la prestation. Alors, une autre question. Que choisir entre marchés globaux et marchés de partenariat? Oula, il faut venir en colloque. Vaste question. La logique est un peu la même, mais elle est à la fois différente en deux mots. Le marché global de performance et le marché de partenariat sont des marchés globaux où il y a de la conception, de la réalisation, de la maintenance, où il y a tout un tas de prestations. Donc, si vous voulez, l'objet est un peu le même. Les modalités de recours sont un peu différentes. Le marché de partenariat est soumis à des critères. Il faut démontrer que c'est plus intéressant, faire un bilan avantages et inconvénients. Le marché global de performance est soumis à des critères beaucoup plus souples. Il est plus facilement utilisable. La grande différence, en fait, c'est que dans le marché global de performance, la collectivité est maître d'ouvrage. Donc, c'est l'argumentation pure et dure des contrats publics qui s'appliquent et ça entraîne une conséquence importante, pas d'étalement de paiement de la construction. Alors qu'en marché de partenariat, le maître d'ouvrage, c'est le titulaire du marché et donc la collectivité lui paye un loyer qui, lui, peut s'étaler dans le temps. Donc, dans le marché global de performance, pas d'étalement de paiement de la construction, alors que c'est le cas dans le marché de partenariat. Voilà, ça, c'est une grande différence entre les deux. Bon, je crois que nous n'avons plus de questions. C'est la rentrée. Les gens hésitent. J'espère que vous serez prêts pour le 1er octobre pour la transition numérique. C'est très important. Je sais qu'en Guadeloupe, on nous écoute et en Martinique, donc j'espère qu'ils seront prêts aussi. Nous avons été faire un séminaire et donc on a essayé de leur montrer tous les enjeux de la transition numérique. Mais je pense qu'en métropole, il y a aussi encore beaucoup de choses à faire et j'espère que ce démarrage sera fructueux pour chacun. Bon, je pense que nous n'avons plus de questions, alors on va en rester là. Merci à tous. Merci à tous et on vous dit de passer une excellente journée et on vous dit à bientôt pour une autre webconférence. J'espère que celle-ci vous a plu. À bientôt. Merci, au revoir.